Hallo Irem. Ik heb even nagedacht hoe ik je best zou antwoorden op de vragen van je cursus. En ik dacht dat de beste manier om dat te doen was om via een kleine video een antwoord te geven op de 4 vragen die je mij gesteld hebt. Omdat ik zo al het materiaal dat je mij hebt opgestuurd tegelijkertijd bij de hand kan hebben. Voilà, hier gaan we. Ik ga een beetje wisselen tussen Nederlands en Frans. Om het Nederlands te oefenen en toch duidelijk genoeg te zijn voor je les. Oké, here we go. Dus ik heb je vragen hier. Bijvoorbeeld, dus we hebben hier ik heb begrepen dat de limiet van een rij uniek is, maar ik begrijp niet hoe dat het bewijs gaat met de S-max. Waarom nemen we die S-max? Waar doet die ervoor? Dus we gaan daar eens even naar kijken, naar jouw vraag. En het gaat over dit bewijs hier. Dus je hebt ondertussen begrepen dat de intuïtie dat een rij maar 1 limiet heeft, is natuurlijk een heel belangrijke intuïtie. In de les die ik gegeven heb over limieten ga je er altijd impliciet van uit. En ik heb op een gegeven moment in het 5e middelbaar heb ik uitgelegd hoe dat bijvoorbeeld een knipperlichtrij, dus eentje die van +1 -1 +1 min springt, dat die eigenlijk naar 2 punten convergeert, naar +1 en naar -1, en dat we dat in de wiskunde niet willen hebben. Dat er dus een situatie is waarbij dat die rij zou 2 limieten hebben, en dat willen we niet. Dus die intuïtie is vrij sterk, dat een rij maar 1 limiet heeft. En dat is ook heel de pointe van convergentie. Je wil dat al de waarden van je rij naar 1 concrete plek samengaan. En hier krijg je dan dus de stelling, krijg je dan eigenlijk een formeel bewijs daarvoor. Dat is meer een oefening om met de technieken van die epsilon-delta-technieken te leren werken, dan een echt interessant bewijs te zijn. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat men ervan uitgaat dat de twee limieten, ik ga even mijn tools erbij nemen. Je gaat er dus vanuit het, het is eigenlijk een bewijs uit het absurde. Ja? Dus we gaan eigenlijk denken, laten we dit doen alsof er wel 2 verschillende dingen zijn die verschillend zijn. Nu, als ze verschillend zijn, dan is er een verschil in alle betekenissen. Ja, ik zal naar het Frans overgaan. Ça veut dire que la différence A moins B n'est pas 0. Donc, s'il y a vraiment ces 2 limites différentes, A moins B différent, ça veut dire qu'il y a une distance entre les deux. On prend la valeur absolue pour avoir la distance, et qu'il y a une distance entre les deux. Alors, je vais essayer de montrer comment. Hop. Non, je vais faire autrement. Un instant. J'ai perdu l'habitude. Voilà, hier. Dus het idee is heel simpel. Donc l'idée est relativement simple. C'est que on a notre suite. Non, clic. On a notre suite qui consiste donc de petites boules qu'on va donc dessiner. Allez, hop. Donc, qu'on va dessiner. Donc, ma suite va faire donc elle va suivre un trajet. On va espérer qu'elle converge donc vers une certaine valeur. Alors, on va penser qu'il y a peut-être une deuxième valeur vers où on converge, et on va montrer que ce n'est pas possible. Donc, en fait, que ça, ce n'est pas une convergence. Donc, on va faire semblant que on va proposer, supposons, donc, il y a une limite A, et en simultané, il y a un autre endroit qui est B, que je dessine ici ailleurs. On va dire que ces 2 limites sont différentes, ça veut dire qu'il y a donc une différence réelle entre les deux. Donc une distance, on ne sait pas lequel des deux est plus grand, B ou A, ça peut être que B est en dessous, donc on va prendre la valeur absolue de la différence entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite converge? Ça veut dire que j'ai donc un objectif, la limite A, et que progressivement, toute la hauteur de mes étoiles, donc de ma suite, tant que je progresse, de plus en plus
que je viens. Donc en fait, qu'à partir d'un certain moment dans ma suite, les étoiles vont aller de plus en plus proches de A, sans plus jamais s'en éloigner. Ça, c'est l'idée de convergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quelle précision, pour n'importe quelle ouverture, pour n'importe quelle taille autour de A, on a vu ça en cinquième, ça veut dire que je peux aller suffisamment loin, que je peux couper à un certain moment. Donc à partir d'un certain moment dans la numérotation de ma suite, que toutes les étoiles vont se trouver dans cet intervalle. Si je souhaite choisir une intervalle plus petite, en toute généralité, je devrais aller plus loin pour attendre que toutes les étoiles se trouvent dans cet intervalle. Mais pour tout intervalle, il y a un endroit où, à partir duquel moment, toute la suite va se trouver dans la cible, dans l'intervalle. Donc, alors, comme je t'ai appris, et brièvement, et ce que tu dois faire maintenant, c'est que cette ouverture, je vais la mettre en plus en détail. Cette ouverture, en général, on le fait par des intervalles qui sont donc centrés sur A. Et donc la taille de l'ouverture va être déterminée par un certain tout petit nombre, un tout petit epsilon au-dessus et en dessous de A. Et donc pour chaque epsilon, pour chaque ouverture que je choisis, évidemment c'est intéressant de prendre un epsilon tout petit, pour chaque ouverture, je dois aller à un endroit, il y a un point, hein, on va nommer majuscule S par exemple, ce qui veut dire si n est plus grand que cette position, donc à partir de cette position, ça veut dire que le terme un, donc si n à partir de ce moment-là, en dépassant un va être donc un élément de l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. Donc voilà, je pense que ça tu as compris, hein, mais ça c'est la base, il faut garder en tête que ça c'est la façon mathématique d'écrire, hein, ceci c'est la manière mathématique d'écrire que à partir d'un certain moment, tous les étoiles de la suite, tous les points de la suite vont se trouver au sein de cet intervalle vertical avec une distance maximale éloignée d'epsilon de A. Et donc, toutes les étoiles plus loin vont être là-dedans. Or, qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-ci? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, il y a d'autres façons de l'écrire. Ça veut dire aussi, on pourrait aussi dire n est plus grand que S, alors la différence de A moins UN, hein, donc la différence absolue, la distance doit être plus petite que epsilon. Hein, donc, c'est en fait la même chose en plusieurs dimensions. On peut faire ça avec des cercles, avec des cibles comme pour les arcs en flèche. Des cercles avec un rayon de epsilon, et donc je vais me trouver dans ce cercle. Évidemment ici on n'a pas besoin de cercle, c'est juste une ligne, donc c'est un intervalle qui peut devenir de plus en plus petit. Or, pour ce théorème, je veux démontrer qu'il n'y a une seule limite. Ça veut dire que je suppose, donc c'est une démonstration par l'absurde, je suppose qu'il y a deux cibles, B et A, et que les étoiles vont se rapprocher de A et de B en simultané, que c'est impossible. Or, si A et B sont vraiment différents, comme je viens de dire, il y a une réelle différence entre les deux. Voilà, gardons ça en tête. Il y a une réelle différence, et donc il y a une distance B moins A. Et donc, évidemment, la démonstration, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que voilà, un point qui converge, donc une suite qui converge, donc les points convergent vers A ou vers B. À un certain moment, si je prends la distance entre A et B, je coupe la distance en deux, et je cherche des intervalles qui sont donc d'une taille maximale, qui ont un rayon maximal de la distance entre les deux divisé par deux. Ça voudra dire que les étoiles doivent à la fois se trouver dans une intervalle toute petite autour de A et à la fois dans une intervalle toute petite autour de la cible B. D'accord? Donc les étoiles doivent se trouver ou bien ici et en simultané ici, et les deux sont exclus. Ok? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? Ben voilà, je détermine comme epsilon, je détermine comment epsilon à la fois pour A et à la fois pour B, hypothétiquement les limites. Je définis donc la valeur de B moins 1, donc la distance entre les deux,
divisé par 2. Je choisis ça pour la taille de la cible que je peux avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque A est une limite, ça veut dire qu'il y aura donc un moment, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle dans les trucs, avec bon, M et N. Donc, il y a une majuscule, il y a une valeur M, il y a une valeur M qui est telle que, donc c'est pas S, c'est M. Hein. Donc, dès que N dépasse M, que la distance entre A et les étoiles sera plus petite que B moins A sur 2. Donc voilà, dès que je dépasse M. Or, j'ai le même raisonnement pour la valeur B. Si je suis à la valeur B, là aussi, je peux ouvrir une intervalle et je peux décider que à partir d'un certain nombre, à partir d'une certaine position dans la suite, toutes les étoiles vont se trouver à cette proximité de B. Ça veut dire qu'à partir d'une lettre N qui n'est pas la même que M, et c'est ça le point, parce que B est une autre limite, donc peut-être ça se joue plus rapidement ou plus lentement, donc il faut aller plus loin, ou on peut aller moins loin que pour 1 pour obtenir la précision souhaitée. Hein, donc ça veut dire que par exemple pour M c'est déjà en ordre ici, et pour N je dois aller encore plus loin. D'accord? Pour B c'est bon ici, pour M c'est bon ici. Or, si je veux comparer les deux, je dois être sûr que les étoiles tombent dans une proximité suffisante de B et de A. Donc à la fois les étoiles, donc les points de ma suite doivent se trouver dans cette distance epsilon de A et de B. Donc ça veut dire que je dois avoir dépassé et M et N pour avoir la précision requise dont a besoin la démonstration. Ça veut dire que je dois prendre toutes les étoiles, d'accord, qui sont plus loin dans la suite que M et de N. Ça veut dire que je vais prendre donc le maximum. Désolé pour les notations complètement fareuses que mon tableau est rempli. On va prendre le maximum de M et de N, et donc on va le dépasser, donc on va encore rajouter 1. Hein, donc si pour toutes les valeurs de N qui sont égales à ou plus grand que le maximum de M et de N et encore plus 1 pour être sûr, mais c'est même pas nécessaire, je pense pas que dans la démonstration on met en fait, hein, pour les dépasser, pour être sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est bon pour A et pour B en simultané. Et la démonstration montre que, évidemment, c'est impossible, hein, ça montre une contradiction, que c'est pas possible d'avoir la distance. Ils font ça avec la démonstration, hein, qui est sur les slides. Donc voilà, on introduit un terme croisé, puis on emploie la très importante inégalité de la triangle, c'est-à-dire que en fait c'est bref, tu vois qu'elle est là, hein, c'est très important comme outil. Et on utilise ça sur un calcul technique typique pour le genre de choses qu'on fait. On va donc à une contradiction, on montre que c'est pas possible d'avoir cette distance qui doit être tellement petite. J'espère que c'est clair. Si tu as un problème avec ce calcul-là, n'hésite pas à me le demander que je l'explique. Alors, tu avais donc une deuxième question, j'espère que ça aide. Alors, je passe au slide du cours numéro 6. Alors, la démonstration, c'est qu'on peut enlever d'une suite donc un nombre fini de points, et donc on n'affecte pas la convergence. Bon, si la suite n'est pas convergente, bon voilà, il n'y a déjà pas de souci. Hein. Si la suite est convergente, c'est là où c'est intéressant. Donc si j'ai une suite de points qui convergent, alors c'est très simple. Le principe est logique, puisque la convergence, qu'est-ce que c'est? C'est dire quelque chose sur la fin de la suite. Évidemment, une suite n'a pas une fin. Une suite continue sans fin. Je peux toujours aller de plus en plus loin dans ma suite. Mais justement, c'est sur ça qu'on essaie de parler. Donc l'astuce, on peut toujours aller plus loin. Ce qui fait que c'est quelque chose de très courant dans les suites. Si j'ai un nombre fini de points duquel je dois dire des choses, eh bien tout simplement, je laisse avancer ma suite. Ça, c'est l'idée. Hein. Je laisse avancer ma suite jusqu'à ce que tous ces points sont passés. Et puis je laisse couler ma suite. Et donc le nombre fini de points n'a aucun impact sur la convergence, puisque je peux toujours attendre suffisamment longtemps que tous ces points sont passés. Et puis je m'occupe de la suite. Il n'y a plus de différence qui joue.
Donc, ce qui peut se passer, c'est dans le sens inverse, dans l'exemple ici, c'est que si j'enlève des points d'une suite, hein, avec une infinité de termes, là, il y a des choses qui peuvent changer. L'exemple est très clair, hein, donc j'ai 1, 0, 1, 0, 1, 0, donc c'est une suite de clignoteurs, elle va vers 1 et 0 à la fin. Si j'enlève tous les zéros, il y a un nombre infini de zéros, si je les enlève, il ne me reste que les 1, et les 1 convergent. D'accord. Donc, tu poses la question, maar als ik een rij met eindige getallen heb, oké, en ik wijzig deze, want ik heb 2 en ik ga 3 toevoegen, dan gaat de rij toch ook veranderen. Ben, ik denk dat er hier een beetje een verwarring is. Ja, je pense qu'il y a une confusion. Dus de termen zijn natuurlijk altijd eindig. Hè. De waarde van de valeur de term is altijd eindig. 2, 3, 4, hè, die zijn altijd eindig. Maar het aantal termen van een rij is oneindig. En als je een eindig aantal termen toevoegt of verwijdert, dan verandert dat niets aan het gedrag op oneindig, omdat je altijd zo ver kan gaan. Dus als ik ook getallen toevoeg, als ik dus mijn rij neem en ik ga daar dingetjes tussen zetten, als ik daar dingetjes tussen ga zetten, dan dat verandert niets. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik neem even een nieuwe slide, ik neem er terug een rij bij. Stel dat ik een rij neem die convergeert, dat betekent eigenlijk dat ik buiten mijn blad dat ik hier teken, dat ik dus nog oneindig veel sterretjes heb die steeds verder gaan en die ik niet meer ga kunnen tekenen, want ik dus naar rechts ga, bij wijze van spreken. En uiteindelijk wat de convergentie bepaalt, is natuurlijk de precisie en dat betekent wat er gebeurt in wat men de staart of on appelle la queue de la suite, dus het einde van de reeks. Stel dat ik hier nu extra punten ga toevoegen, een beetje au hasard, een beetje hier, overal, ja, dan verandert dat niets aan de convergentie, want ik kan dus gewoon een grote schaar nemen, je peux prendre des ciseaux, en ik kan dus gewoon een grote knip doen. Dus ik heb hier mijn hartjes allemaal, ik kan gewoon hier een grote knip doen. Ja, en ik kan dus dit allemaal wegdoen. En voor de convergentie heb ik alleen maar het rechterstuk nodig. En daar hebben we het eindige aantal meer of minder punten, heeft daar geen enkele impact op. Dat zijn de discussies over, wat is dat, hè? Het oneindige. Je kan oneindig verder gaan. Oké, ik hoop dat dat voor de tweede vraag duidelijk is. Terug naar je les. Wat is de derde vraag? Dus, derde vraag met liep. Oké. Dus dat was pagina slide 90 van deze cursus. We gaan daar even naartoe. Oké, dus in de les in het vijfde en het zesde heb ik vooral de nadruk gelegd op de praktische berekening van die zaken. Oké. En natuurlijk, in het vijfde middelbaar heb ik u geleerd bij deze rationele breuken, bij de rationele breuken van deze beesten. In de praktijk, wat moeten we doen? Wat gaan we doen? We gaan gewoon kijken naar de hoogste macht boven, we gaan kijken naar de hoogste macht onderaan. En in de praktijk, wat doen we? Dat is n gedeeld door n kwadraat. En dat is natuurlijk de limiet voor 1 op n. En die limiet die gaat naar 1, dat is dus 1 op oneindig. En dat moet je natuurlijk weten. Dat zijn simpele basisrijen die we gemakkelijk bestuderen. En het is gemakkelijk om aan te tonen dat dat 0 is. Volledig gelijk. Ik herinner je aan dat moesten dit functies zijn en geen rijen. Als er bijvoorbeeld staan een functie van x staan, kan je dus zelfs de regel van L'Hopital gaan gebruiken en kan je gaan afleiden. Dat mag natuurlijk niet, want dit zijn natuurlijk rijen. Dit zijn geen functies. Dit gaat alleen voor x'jes, maar in de praktijk, de regel van L'Hopital zou je kunnen gebruiken. Kijk, de afgeleide boven is 1, de afgeleide beneden is 2. En we kijken opnieuw naar de limiet. Opnieuw, wat zien we? Dat is 1 op oneindig. Dat is opnieuw 0. Niet doen in de les bij rijen, want ze gaan dan zeggen dat het fout is, dat dat niet mag. Maar het idee is hetzelfde. De praktische rekenregels, die ken je en dat zijn die dat je onthouden hebt. Ik heb in de les, in de limieten, heb ik daar 1 les, als ik dat heb uitgelegd, in die manier van denken, heb ik ook deze methode die hier staat, heb ik ook vermeld. Want wat is dit? Dit is eigenlijk het begin van het hoofdstuk. Dus dat is nu eenmaal zo in de wiskunde bij een handelsingenieur, in Solvay, dat je dat aan het doen bent. Dat is nu eenmaal zo, men geeft je zeer veel theoretische wiskunde en men wil doen met jullie, alsof dat jullie grote wiskundigen zijn, dat jullie de opleiding krijgen, dat die wiskunde moet goed gefundeerd worden, die moet
goede funderingen krijgen, een goede basis, goede theoretische basis. Die ga je natuurlijk als handelsingenieur nooit nodig hebben, maar men wil dat gewoon doen, omdat men nu eenmaal wil het laten zien dat jullie slim zijn. Dat is een beetje daarvoor. Dus wat gebeurt hier? Dit is een formeel bewijs. Dit is een hard bewijs van deze limiet. Dit is niet de praktische berekening die je gaat maken op een dag dat je die nodig hebt. Dit is eigenlijk de juiste manier om dat te doen. Wat je doet, is je identificeert natuurlijk opnieuw de hoogste macht. De hoogste macht is 1 bovenaan, de hoogste macht is 2 beneden. En je gaat die naar buiten brengen. Dus een mise en évidence. Wat is het idee? We zijn hier aan het hoofdstuk in het begin van limieten en we moeten alle stappen die we zetten, met limieten moeten goed onderbouwd zijn. We moeten dat bewijzen. We moeten goed weten wat we doen. Dus we gaan alleen maar heel eenvoudige manipulaties doen. Mise en évidence de n, mise en évidence de n carré. En we krijgen dus die vreemde situatie dat je een constante krijgt. En dan van die breuken van 1 op n. Waarom doet men dat? Dat doet men omdat die allemaal naar 0 gaan. Al die breuken met 1 gedeeld door n, die gaan allemaal naar 0. Dat heb je waarschijnlijk iets hoger bewezen. Die verdwijnen allemaal en dat is een manier om te vereenvoudigen. En zo zie je dat er uiteindelijk, je kan ook gemakkelijk n en n kwadraat, dat is ook een basisvereenvoudiging, die uit de basis rekenen bij basisalgebra gaat. En dat mag je dus wel doen, zonder veel dingen doen. Dus, en zo zie je dat natuurlijk de limiet meteen uitkomt. Dus waarom niet meteen naar de grootste macht kijken? Omdat dit een cursus wiskunde is, waarbij dat men het allemaal heel juist wil doen. In de praktijk, dat is met de losse vinger gaat. Omdat je kan waarschijnlijk het argument zien als je dan hogere wiskunde gaat doen en moeilijkere wiskunde, dat je dan moet de juiste technieken gebruiken. Het is gewoon vooral om het jullie moeilijk te maken, volgens mij. Goed. Dan heb je nog een vierde vraag, en dat is over de topologie, en dat heb je in het Frans geschreven, dus ik zal dat dan ook in het Frans proberen uit te leggen. En dat gaat over inwendige en uitwendige punten. We gaan daar even naartoe. Dat is pagina 63 hier. Dit is ook weer een topologische discussie. Dit is zuivere wiskunde, dit is harde wiskunde. Opnieuw, waarom moeten jullie dit kunnen? Waarom? Omdat men het niveau van de wiskunde wil hoog leggen, om het jullie moeilijk te maken. En dit is het soort redeneringen dat typisch zijn aan topologie. Dus het gaat over van gesloten en open intervallen. Bref, je vais essayer de passer en français pour que ça soit plus clair. Donc on essaie de définir de manière très rigoureuse les notions intuitives d'intervalle fermé, intervalle ouvert, la complémentarité entre les deux, et donc l'intériorité des points, etc., etc., etc. Bon. Alors, et on veut donc montrer que tous les points d'un intervalle ouvert sont intérieurs. Or, je vais essayer de traduire ça un peu avec une explication topologique qui va essayer de rendre plus clair les choses. Alors, nous sommes dans les réels. Je dessine l'axe des réels. Or, nous travaillons avec un ensemble ouvert. Alors, un ensemble ouvert, tu sais très bien ce que c'est. Donc, c'est un truc que nous, on avait noté. Je ne sais pas pourquoi ici, il change de notation. Donc, c'est une notation avec des... comme ça, avec des guillemets carrés. Donc, avec une borne A et une borne B. On avait noté que ça voudrait dire que je prends un ensemble A, d'accord, entre, qu'est-ce qu'on va dire, entre A et B, d'accord, donc j'ai mon intervalle, et donc un intervalle ouvert, dans l'intuition de l'époque, c'était que les bords étant A et B, donc je laisse des points ouverts, ça veut dire que les bords n'y appartiennent pas. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans ce théorème? On essaie de dire que tous les points de cet intervalle sont intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire en intuition? Ça veut dire que quand je prends un point, je cherche une couleur dégueulasse, voilà, quand je prends un point, il se trouve à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est entouré, donc il est comme à l'intérieur du troupeau, si tu veux. Ça veut dire que c'est un troupeau, un groupe, et donc autour de lui, il n'y a que des points de l'intervalle. Donc il n'est pas en contact avec quelque chose qui n'est pas en A.
Alors, ce qui est particulier pour un intervalle ouvert, c'est que tous les points sont intérieurs. Ça veut dire que peu importe la distance que tu fais avec A et avec B, il y aura encore toujours des points de l'intervalle entre les points verts que j'ai dessinés et A et B. Ça veut dire que tu peux prendre un microscope et tu peux élargir. Et donc, peu importe cet intervalle où l'intervalle s'arrête, je peux dessiner, je peux m'approcher tout ce que je veux. Il y a encore toujours il y a toujours encore un espace avec une infinité de points dedans. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de voisin direct du dernier point. Hein, donc, ça, c'est un intervalle ouvert. Il n'y a pas de dernier point à un intervalle ouvert. Parce que le dernier point serait le point qui est ouvert, donc le A et le B, mais qui n'appartiennent pas à l'intervalle. Donc ça, c'est l'intuition. Alors l'intuition, il faut la formaliser. Il faut la formaliser. Ça veut dire que c'est quoi un intervalle ouvert? Donc effectivement, c'est que tout point est donc intérieur. Ça veut dire que attends. Ça veut dire que je peux toujours et encore trouver hein, un intervalle ouvert centré sur le point qui englobe donc le point et qui est complètement inclus en A. Donc peu importe ici, la distance est très petite, j'ai encore une petite intervalle, donc un environnement, j'ai appelé ça, hein, avec au centre le point en question et donc encore une distance à gauche et à droite que je peux nommer de nouveau epsilon. Hein. Tu vois qu'il y a des choses qui reviennent. Et donc cet intervalle est complètement contenu en A. Je peux toujours. Hein, donc écoute, tu vas dire, mais alors quoi si je me rapproche encore un peu plus, je prends un point encore plus proche. Eh bien, si je fais un zoom, je vais toujours être capable encore de faire un tout petit intervalle centré sur ce point avec les distances à gauche et à droite qui n'est pas zéro et que cet intervalle est toujours en haut. D'accord? Et donc, ça veut dire que entre deux réels, hein, donc étant le bord et un point dans l'intervalle, entre deux réels, il y a encore au moins toujours un deuxième réel. C'est à peu près cette idée-là. Sauf que cette ligne est encore remplie d'une infinité de nombres réels entre les deux si je vais suffisamment derrière la virgule. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Maintenant, comment est-ce qu'on formalise ce genre de choses? Donc effectivement, un point intérieur peut toujours avoir un environnement autour de lui qui se trouve entièrement en A. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici puisque là, j'ai perdu de vue un instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer? C'est que donc que tous les points sont intérieurs. Qu'en fait, que je vais essayer de démontrer ça. Alors maintenant, il faut ce que je viens d'expliquer, l'intuition, évidemment, c'est une notion de base. Donc, si on veut démontrer, ça veut dire que il y a une définition qui est plus fondamentale. Et alors, ici, on choisit de commencer par la définition d'un intervalle fermé. Donc, on va définir les intervalles ouverts à partir des intervalles fermés, comme si on va dire qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est des intervalles fermés. Hein, donc, effectivement, quand on remonte les pages, je vais faire ça parce que ce sera plus clair. Si je remonte dans ton syllabus, hein, page 59, on dit voilà, un sous-ensemble est ouvert. Hein, donc, on définit d'abord sur la page 58, on va d'abord définir un sous-ensemble qui est fermé. Ça veut dire que toute suite d'éléments de A qui convergent dans l'ensemble. Bref, on va devoir expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Et puis ensuite, on va définir un ensemble ouvert si son complément en R est fermé. Donc on va dire qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel n'est pas les ensembles ouverts. Ce qui est essentiel, c'est les ensembles fermés. Donc je dois refaire mon explication. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on a démontré. On va dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'on nom ouvert? Ça veut dire que le complément de A dans les réels est fermé. Qu'est-ce que c'est le complément en A dans le réel? Alors le complément de A dans les réels, je cherche de nouveau une jolie couleur dégueulasse.
Alors, le complément de A dans les réels, donc tout ce qui n'est pas A, donc c'est ceci, y inclut le point A. Et de même, de droite, cette flèche avec le point B qui s'y trouve inclus. Cet intervalle est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire que ces deux intervalles, cet ensemble est fermé? Ça veut dire, si je construis une suite qui converge, alors maintenant, évidemment, il faut construire des points dans les intervalles, donc ce n'est plus des suites qui convergent vers une valeur, c'est des points qui convergent vers une location. C'est quoi la différence? C'est que la location, c'est une valeur, c'est la valeur du coordonnée x de la location, évidemment, qui est une valeur, et donc on converge vers la valeur de la location x, la localisation. Alors, je prends donc une suite de points qui convergent, ça veut dire qu'il va s'approcher progressivement et rester autour d'une certaine valeur, va plus s'éloigner. Donc, si elle converge, ça veut dire que j'ai un point et je peux mettre donc des intervalles à une distance epsilon à gauche et à droite et que pour tout epsilon, il suffit d'attendre suffisamment longtemps et tous les cœurs vont tomber dans cet intervalle. Or, si ce centre de convergence, le centre des intervalles et donc le point de convergence, doit appartenir dans l'ensemble jaune pour que l'ensemble jaune soit fermé. Remarquez, remarque que je peux faire une convergence vers A et que effectivement je suis en A. Ce n'est pas le cas pour un intervalle ouvert, parce que je peux faire converger une suite dans l'intervalle A qui va vers B. Et donc là, la limite n'est plus inclue dans l'intervalle. Donc là, pour les intervalles ouverts, ce n'est pas vrai. Donc qu'est-ce qui est la base? Un intervalle fermé, et donc un intervalle dans lequel tous les points, tous les éléments où il y a une suite qui convergent dans les éléments, la limite reste dans l'ensemble. Et donc le complément d'un fermé est ouvert. Or, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? C'est que un ensemble attends, j'ai perdu ton truc. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que tous les points sont intérieurs d'un ouvert. Ouf. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Alors ici, c'est vraiment une démonstration très technique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais prendre une nouvelle. Oh non, je vais prendre une nouvelle feuille. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer? C'est une démonstration par l'absurde, donc c'est une casse-tête totale parce qu'on va mettre à l'envers toutes les définitions qu'on vient de faire. Donc, je recommence de zéro, on met les axes et donc on prend donc notre intervalle ouvert. D'accord? On prend notre intervalle ouvert. Allez, t'es où? Intervalle ouvert qui refuse de venir. Donc, je prends l'intervalle ouvert d'un côté et une flèche de l'autre côté. Et on a dessiné un truc bizarre ici. Ok, dus ik heb voici mon intervalle qui va de A à B. Ok, et donc cet intervalle est ouvert. Et on propose de démontrer, on veut démontrer que tous les points que tous les points sont intérieurs. Ouais, c'est ça. Tous les points sont intérieurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer par l'absurde. On va penser que, il y a peut-être, supposons qu'il y a un point dans cet intervalle qui n'est pas intérieur. Je vais le mettre ici. On va appeler ce point le point P, et donc P n'est pas un point intérieur. Ça veut dire que c'est impossible, c'est pas possible quand c'est un point intérieur, c'est que je peux toujours dessiner autour de lui un intervalle qui est complètement contenu en A. A, c'est l'ensemble que je viens de dessiner. Le point n'est pas intérieur, ça veut dire qu'il n'y a, j'ai inverti la définition, qu'il n'y a aucun intervalle centré sur P. Donc pour toutes les intervalles, il n'y a aucun intervalle, je prends tous les intervalles P pour toutes les valeurs epsilon que je peux penser. Je prends donc un intervalle centré sur P, donc je dois prendre P moins epsilon P plus epsilon.
d'accord, pour tout epsilon. Et je dois dire que c'est impossible d'en trouver un qui appartient complètement à A, donc tous ceux-là, tous, ne sont pas, et quelle erreur, ne sont pas un sous-ensemble de A. D'accord? Donc ils sont tous, c'est impossible d'en faire un. Supposons que le point n'est pas intérieur, donc c'est impossible de trouver quelque part un intervalle centré sur P qui se trouve en A. Donc ils sont tous les intervalles centrés sur P ne sont pas membres de A. Alors je peux construire une série d'intervalles. Je peux choisir, je vais plus parler des intervalles, donc tous les intervalles, donc je vais prendre une valeur particulière pour epsilon, je vais prendre tous les epsilon qui sont une valeur n, hein, pour tous les n dans les naturels, donc on va en faire une suite. Donc je prends la propriété supposée pour 1 sur n. Ça veut dire qu'effectivement j'arrive avec p moins 1 sur n et p plus 1 sur n. Ok? Or, tous ces intervalles basés avec rayon 1 sur n, tous ces intervalles contiennent au moins un point qui ne fait pas partie de A. Parce que si tous les points de cet intervalle 1 sur n seraient contenus en A, cet intervalle serait entièrement contenu en A et donc le point serait intérieur, ce qu'on a pu supposer qui n'est pas le cas. Donc pour chaque n, je peux trouver, d'accord, je peux trouver un point de nouveau. Hein, donc il y a appelons ça un, je pense que dans la démonstration c'est un C qu'on utilise. Il y a donc un C, hein, un Cn dans cet intervalle et que ce Cn n'appartient pas à A. Ok, donc on a, et je fais ça pour tout intervalle de taille 1 sur n. Ça veut dire que les intervalles deviennent de plus en plus petites, et donc le point Cn va se rapprocher de plus en plus. La distance entre Cn et la distance entre Cn pour tous les n et P, la distance sera plus petite ou égale à 1 sur n. Bon, c'est plus petit que parce qu'il y a un intervalle ouvert. D'accord? Donc, la limite de Cn, des Cn, la limite des Cn, ce sera quoi? Ben, la distance avec P devient, va vers 0, puisque 1 sur n va vers 0 pour un n très grand. Donc, quand n devient très grand, cette limite sera donc le point P lui-même. Ok, donc j'ai je vais facilement trouver donc un C1, puis un C2, puis un C3, et puis un C4, et un C5. Évidemment, je les dessine de gauche à droite, hein, ce qui est théoriquement possible, même si en pratique, on va avoir, donc en général, on dessine un mouvement qui va de droite à gauche, par exemple. Et donc, mais je vais me rapprocher de P avec les Cn. Et donc, mon Cn, il va vers ici. Ok. Très bien, donc j'ai une série de points en Cn, points Cn qui ne sont pas en A, qui convergent vers P qui lui est en A. Bon, maintenant on a défini, on essaie de démontrer, qu'est-ce qu'on essaie de démontrer? On essaie de démontrer de nouveau que tout point de A est intérieur. A est ouvert, donc tout point est un point intérieur. Tout point intérieur, ça veut dire que on peut trouver l'intervalle. On a présupposé par l'absurde que P n'est pas un point intérieur, et on a construit ainsi une suite de points qui va vers P. Tous ces points n'appartiennent pas à A. Mais on a dit que A est ouvert. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire selon la définition? Ça veut dire que le complément de A est fermé. Ça veut dire que, je vais dessiner en rouge, le complément y inclut A et y inclut B est fermé. D'accord? Alors je dessinais en rouge, mais les points Cn sont aussi membres du complément de A parce qu'ils ne sont pas en A. D'accord? On a décidé que Cn n'est pas en A. Donc ils sont membres du complément. Mais alors, on a défini que A est ouvert, ça veut dire que
Le complément est fermé, donc le complément de A, tout ce que j'ai mis en rouge, est un ensemble fermé. Dans un ensemble fermé, quelle était la définition? C'est que toute suite de points qui convergent vers un point de l'ensemble rouge. Alors ici, qu'est-ce que je viens de construire? J'ai une série de points dans le complément, le nombre de points Cn, qui convergent vers un point P. Pourtant, ce P est en A, il n'est pas dans son complément, donc il n'est pas dans le même ensemble que les Cn. Donc les Cn convergent vers un point qui n'appartient pas à leur ensemble, donc l'ensemble rouge n'est pas fermé. Voilà la contradiction. Donc on a montré que c'est impossible de faire cette construction. C'est impossible que P ne soit pas intérieur. Voilà la démonstration. Est-ce que j'ai répondu avec ça à ta question? Je ne sais pas. Voilà, aucun point d'intérieur à l'ensemble 1 sur n. Voilà. Alors je pense que tu es un peu parti sur la mauvaise piste avec les points isolés. Il ne s'agit pas ici vraiment de discuter les points isolés, c'est que je trouve pour P un environnement dans lequel se trouve au moins un point qui n'appartient pas à A. Il n'est pas requis que ce soit des points isolés, il faut tout simplement un seul pour chaque valeur de n. Un point isolé, ça serait un point, enfin l'idée d'un point isolé, c'est un point qui se trouve, ce serait un point de A qui ne se trouve pas sur la flèche jaune, mais qui va se trouver à lui tout seul quelque part ailleurs. Avec tous les problèmes de convergence et de intérieur, hein, je veux dire, je peux pas, il n'est pas intérieur parce que je peux pas mettre un intervalle autour. Pour le complément, je peux construire, ça veut dire que le complément ne sera pas fermé parce que je peux construire une suite vers lui, etc., etc., etc. Une suite intérieure, un point intérieur, en fait, enfin voilà, donc tes questions en fait dans cette démonstration n'ont rien à voir. Mais j'essaie de redire encore une fois ta question. Ça me semble pas logique que n'importe quel autre nombre différent de 0 ne soit pas un point intérieur à l'ensemble. N'importe quel autre nombre différent de 0 ne soit pas un point intérieur à l'ensemble. Alors les 1 sur n, en fait c'est juste une manière de d'écrire la taille de tes intervalles. Et donc on a présupposé que le point P n'est pas intérieur, ça veut dire que je ne peux pas mettre une intervalle autour, ça veut dire que quelque part il y a un point qui est foireux dans cette distance, et la distance je peux la rendre petite, et je garde toujours un point quelque part qui est foireux. Donc, je ne comprends pas trop ta question. Ça me semble pas logique que n'importe quel autre nombre différent de 0 ne soit pas un point intérieur. Il ne s'agit pas qu'ils sont nécessairement comme ça. Il faut, pour construire une suite, il faut juste un seul point dans l'intervalle. Et donc, on peut évidemment construire 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4 et prendre cette suite-là avec un peu de chance. Enfin, mais ça, c'est quand les points sont vraiment sur le bord précis de l'intervalle. Mais c'est pas nécessairement ceux-là. Voilà. Voilà, bonne chance, je vais m'arrêter là, j'espère que ça t'aide. Si tu n'as toujours pas compris, n'hésite pas à me reposer la question et j'aurai le plaisir de te répondre à tes questions de manière d'essayer de répondre encore une fois avec la même vidéo. Encore une fois, voilà, ce fut un plaisir et un honneur de t'aider dans ces mathématiques et j'espère que ça te sert à quelque chose. Voilà, bonne chance avec les maths. Au revoir Irem, veel succes!